Salut à tous et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder sur la chaîne. On va parler des options et je n'aurais jamais pensé vous en parler tout simplement parce que les options sont un produit dérivé complexe. Quoi qu'on vous en dise et quoi qu'on essaye de vous faire croire. Et d'ailleurs, la réalité du marché le démontre puisqu'une étude du MIT, c'est-à-dire une des universités les plus reconnues au monde, a démontré que les investisseurs particuliers perdent de grosses sommes d'argent en investissant sur les options. Alors pourquoi est-ce que j'ai quand même décidé de parler d'options aujourd'hui? Eh bien tout simplement par réaction. Par réaction à du contenu qu'on trouve sur Internet ou sur certaines chaînes YouTube dans lesquelles on prône l'utilisation des options. Et je pense que ceci peut être potentiellement dangereux pour vous et je voulais vous mettre en garde sur l'utilisation des options. Puisque vous voyez par exemple certains youtubeurs vous présenter comment ils ont réussi à obtenir 7% en un mois avec les options, ou comment ils ont gagné 14%, ou comment après une année de trading ils ont réalisé des gains qui leur ont permis de battre le marché. Et ce même youtubeur qui va jusqu'à prétendre qu'on peut faire plus qu'1% de rendement par semaine avec sa stratégie d'options. Alors je m'excuse de le rappeler, mais il y a quand même 52 semaines dans une année. Donc ça veut dire qu'avec un trading d'options, vous pourriez avoir au moins 52% de rendement par an. Inutile de dire que ça ne tient absolument pas la route. Et donc je trouve que toutes ces manières de présenter les choses sur les options sont très borderline et potentiellement dangereux pour vous. Donc ce que je vous propose pour le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un agenda en 3 phases. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est une option. On va prendre un exemple concret pour que ce soit très imagé et que vous compreniez bien de quoi est composée une option et qu'est-ce que cela implique. Dans un deuxième temps, on va voir pourquoi l'utilisation d'options ne devrait pas générer de rendement particulier pour votre portefeuille. Et dans un troisième temps, on va faire quelque chose de très intéressant. On va aller voir la performance d'un ETF qui ne fait que ça, c'est-à-dire émettre des options. Et ça, c'est un gros point de différence par rapport aux articles ou aux vidéos YouTube sur le sujet, c'est qu'on va pouvoir observer sans aucune discussion possible la performance de l'ETF et d'une stratégie d'émission d'options. Alors qu'avec le contenu de ce YouTuber, par exemple, c'est son portefeuille et donc on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il fait, quand il le fait et pourquoi il le fait et aussi accessoirement s'il n'y a pas des omissions ou des erreurs dans la manière dont il calcule et présente son rendement. Donc ça va être très intéressant, on va aller observer la performance d'un ETF et vous allez voir que les options n'ont rien de magique. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il est évidemment crucial de comprendre ce qu'est une option. Comme je vous le disais en introduction, les options sont des produits dérivés complexes. Donc vous avez des options call, vous avez des options put, vous avez des options américaines, vous avez des options européennes, etc. Donc c'est quelque chose de relativement complexe. On va se concentrer uniquement sur un type d'options qui sont les options les plus fréquentes ou en tout cas qui sont les plus faciles à appréhender. Ce sont les options call. Donc prenons un exemple pour illustrer ce qu'est une option call. Imaginons que je suis propriétaire de 100 actions totales qui cotent actuellement autour de 40 € sur le marché. Et donc ça me fait un portefeuille de 4000 € composé de 100 actions d'une valeur unitaire de 40 €. Et je pourrais décider d'émettre une option sur mes 100 actions totales. Alors c'est quoi une option? Une option, c'est un droit. Donc c'est comme un contrat que j'émettrais et j'irai ensuite chercher une contrepartie qui serait demandeuse d'être ma contrepartie dans ce contrat d'option. Donc moi j'émettrai un droit et je chercherai à le vendre à quelqu'un. Donc on va ici se concentrer sur les options call, c'est-à-dire les options d'achat, donc la création de droits d'achat. Il y a également des options put qui sont en fait des options de vente et donc créer un droit de vente. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, on va se concentrer sur les calls. Donc je pourrais émettre une option call sur mes 100 actions, c'est-à-dire émettre le droit à quelqu'un de m'acheter mes 100 actions. Et donc je vais aller chercher quelqu'un sur le marché qui est intéressé de m'acheter ce droit. Et donc pour faire cela et pour aller sur le marché, je vais d'abord devoir déterminer quelles sont les caractéristiques de mon option. Donc je sais qu'elle concerne mes 100 actions totales et je sais que c'est une option call, donc c'est un droit d'achat. Donc on a déjà 2 informations. Ensuite, on va devoir déterminer un droit d'achat à quel prix.
c'est ce qu'on appelle déterminer le prix d'exercice de l'option, et on va devoir déterminer un droit d'achat quand. Quand est-ce que la contrepartie va pouvoir m'acheter mes 100 actions totales. Et on va également devoir déterminer la valeur de l'option. Donc à partir du moment où je crée un droit et que je le donne à quelqu'un, ce droit il a une valeur pour lui. Et donc par conséquent, je vais lui demander de me payer un prix pour me rémunérer pour l'option que je lui donne, et en l'occurrence que je lui vends. Donc il va me payer ce qu'on appelle une prime. Et donc avec tous ces éléments-là, on a les éléments principaux de ce qu'est une option. C'est un droit d'achat sur mes 100 actions totales que je détiens. On va par exemple dire à 44 €, donc l'action cote actuellement 40 €, et on pourrait donner le droit à une tierce partie de m'acheter mes 100 actions totales à 44 €. Quand ça? Eh bien par exemple dans 3 mois. Alors vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que je déciderais d'émettre une option sur mes actions totales? Eh bien on va prendre différents scénarios sur les marchés. Donc imaginons que dans 3 mois, l'action totale sur le marché cote toujours 40 €, elle n'a pas bougé de prix. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la contrepartie qui m'a acheté le droit de m'acheter mes actions totales à 44 €, elle ne va pas exercer ce droit, puisque il suffit à cette contrepartie d'aller en bourse pour trouver des actions totales à 40 €. C'est le prix auquel elle cote dans 3 mois. Donc lui ne va pas exercer cette option, et moi, ce qui va se passer, c'est que je vais rester avec mes actions totales, qui valent toujours 40 €. Je vais avoir reçu 1 € de prime, et quelque part je serai bien content, puisque je me dirai j'ai toujours mes actions totales comme avant, et en plus j'ai reçu 1 € pour un droit que la contrepartie n'a pas exercé. A l'inverse, si les actions avaient baissé, si par exemple les actions totales dans 3 mois valent 36, eh bien c'est la même chose, la contrepartie ne va pas venir m'acheter des actions totales à 44 en utilisant le contrat qu'il y a entre elle et moi, elle va acheter les actions totales sur le marché à 36. Par contre, moi, eh bien, je détiens toujours les actions totales, puisqu'il ne m'a pas exercé. Je détiens les actions totales à 36 € et j'ai juste 1 € de prime que j'ai touché il y a 3 mois. Et je suis content de l'avoir reçu, parce que même si j'ai des actions qui ont baissé, disons que ça atténue un petit peu la peine de la baisse, et j'ai quand même gagné 1 €. Et donc, au lieu d'avoir un portefeuille qui est à 36 € l'action, j'ai un portefeuille à 37 € l'action. 36 € d'action totale et 1 € de prime par action que j'ai perçue et que la contrepartie n'a pas exercé. A l'inverse, si par exemple l'action totale a augmenté en valeur, par exemple elle est montée à 46 € dans 3 mois, et bien là par contre la contrepartie va venir exercer l'option. Il va venir me dire, bien sûr, j'ai le droit de t'acheter les actions totales à 44 €, et bien sûr que j'exerce ce droit, parce que en bourse, les actions totales coûtent 46 €. Donc il va venir m'acheter les actions totales à 44 € et libre à lui par exemple de les revendre tout de suite sur le marché à 46 € et d'empocher son gain sur cette opération. Par contre, dans ce dernier exemple, c'est moi qui suis perdant, puisque si je n'avais pas émis d'options sur mes actions totales, je me retrouverais aujourd'hui avec des actions totales à 46 € l'action, alors que maintenant j'ai été forcé de les vendre à 44 €. Alors certes, j'ai reçu une prime d'1 €, mais 44 plus 1 ça fait 45, alors que je pourrais les vendre à 46 € sur le marché. Idem bien sûr dans des cas plus marqués, si les actions valaient 48 ou 50 € sur le marché, eh bien en réalité moi je suis obligé de vendre mes actions à 44 puisque j'ai un contrat qui m'y oblige avec une contrepartie. Donc il faut bien comprendre qu'une option, c'est un droit pour celui qui vous achète l'option, mais par contre pour vous, c'est une obligation. Vous êtes obligé de respecter le contrat si la contrepartie veut vous acheter vos actions. Et donc ce qui est très important déjà de remarquer, c'est que quand la contrepartie gagne, c'est moi qui perds. Et quand moi je gagne, c'est la contrepartie qui perd. Donc il n'y a pas de situation dans lesquelles tout le monde pourrait gagner, c'est soit l'un, soit l'autre, et c'est pour ça qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie pourquoi est-ce qu'une option ne devrait pas générer de rendement particulier pour vos placements. Donc vous le voyez, lorsque vous émettez une option ou lorsque vous achetez une option sur le marché, peu importe de quel côté vous êtes de la transaction, lorsque un gagne, c'est l'autre qui perd. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tous les termes du contrat d'option sont clairement définis à l'avance. Et en l'occurrence, les termes sont à ce point clairement définis que on utilise dans le monde entier une formule de valorisation des options pour déterminer la valeur, le prix de l'option et la prime que l'acheteur de l'option va devoir payer au vendeur. Et cette formule, elle est connue de tous, c'est la formule de Black & Scholes. Je vous la présente tout de suite.
Alors voilà la magnifique formule de Black & Scholes pour valoriser les options call et les options put. Donc vous voyez, lorsqu'on essaye de vous faire croire qu'une option est un produit simple et qui est abordable pour l'investisseur particulier, rappelez-vous toujours de cette formule. Vous voyez très clairement que cette formule n'est pas simple du tout. En l'occurrence, cette formule de calcul du prix de l'option dépend de 5 critères. Premièrement, la valeur actuelle de l'action qu'on peut observer en bourse. Deuxièmement, le temps qui reste à l'option jusqu'à son échéance, donc ça il suffit de l'observer dans le calendrier. Troisièmement, le prix d'exercice de l'option, donc ça c'est fixé dans le contrat de l'option, donc ça tout le monde peut l'observer aussi. Quatrièmement, le taux d'intérêt sans risque sur les marchés, donc ça également c'est une information qui est connue et observable. Et cinquièmement, la volatilité du prix de l'action. Ça, c'est quelque chose qui est moins observable puisqu'il va falloir la calculer sur l'historique de l'action. Et en fonction de l'historique qu'on choisit, la volatilité à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois ou à 6 mois peut être différente. Et donc, c'est l'élément qui est le plus variable de l'équation. Donc, vous voyez que pour déterminer le prix de l'option à laquelle vous allez l'échanger avec une contrepartie sur le marché, vous devez faire face à une complexité dans la formule du calcul et dans la détermination du niveau de volatilité implicite qui est inclus dans la formule. Donc c'est complexe et d'ailleurs pour la petite anecdote, lorsque j'ai fait mon master en finance, c'est-à-dire que j'ai suivi une année où on n'avait que des cours de finance, on avait un cours complet dédié à la valorisation des options. Pas une partie d'un cours, un cours complet dédié à la valorisation des options. Donc arrêtons de faire croire que les options sont un produit financier accessible à tous. C'est un produit complexe qui n'est par définition pas adapté à l'investisseur particulier. Et j'entends déjà d'ici les fans d'options qui vont venir me dire oui, mais en fait il ne faut pas juste émettre une option, en fait ce que tu dois faire c'est avoir une stratégie où tu combines plusieurs options différentes et c'est ça qui va te permettre d'obtenir un rendement particulier. Donc ils vont venir vous mettre un nuage de fumée et vous enfumer avec des termes comme les covered call, le bull call spread, le bear put spread, le straddle, le strangle, le butterfly spread, l'iron condor options, etc. Toutes des stratégies d'options qui en réalité ne font que rajouter encore de la complexité à la complexité qu'il y a déjà dans les options et qui à mon sens n'ont aucune valeur ajoutée démontrée. On va le prouver avec l'exemple qu'on va voir tout de suite et cet ETF émetteur d'options dont on va aller observer la performance sur le marché. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Voilà, on arrive maintenant dans la partie qui est la plus intéressante. On va aller observer la rentabilité, la performance d'une stratégie d'émission d'options call, comme dans l'exemple que j'avais donné sur Total. Et pour ce faire, on va observer la performance d'un ETF qui ne fait que ça, émettre des options call en permanence. Alors cet ETF, j'ai découvert son existence dans cette vidéo, toujours avec les mêmes youtubeurs, qui font un live sur le sujet des options et un des followers a mentionné dans le chat l'existence de cet ETF coté aux États-Unis. Donc ce qu'ils ont été faire, et à juste titre, c'est d'aller sur le site de l'émetteur de l'ETF et observer les caractéristiques de celui-ci. En l'occurrence, on a pu voir que cet ETF génère un yield de plus de 10% par an, donc c'est un rendement de 10% par an, ce qui est évidemment extraordinairement bon. Et ensuite, bon réflexe, ils ont été voir l'évolution du prix de l'ETF. Parce que si c'est pour avoir un ETF qui vous distribue 10% par an mais qui s'effondre en valeur, eh bien ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le reperdre de l'autre. Et en l'occurrence, cet ETF sur les 8 dernières années avait perdu plus ou moins 8% de valeur. Donc en synthèse, c'est quand même un ETF extrêmement intéressant puisque vous gagnez 10% de rendement et vous ne perdez que 1% de rendement par an dans le prix, la valeur de l'ETF négocié sur le marché. Donc ça vous fait quand même encore un rendement de 9% par an grâce à cet ETF qui ne fait que ça, émettre des options. Et donc évidemment, on se dit ben, c'est génial, on fait du 9% par an, il n'y a rien à faire, on achète cet ETF, il émet les options et nous on gagne du 9% par an. C'est ce qui fait que d'ailleurs ce genre de youtubeur vous présente les options parfois comme une source de rente passive. Il suffit d'acheter et il y a 9% qui rentrent par an. Donc ça c'est une manière de présenter les choses. Maintenant je vais vous présenter la bonne manière de le présenter et on va aller regarder ce que exactement cet ETF a fait et quelle est sa vraie performance.
Alors cet ETF émet des options Covered Call. Donc ce sont des options Call, comme on l'a vu dans l'exemple de Total, et Covered signifie simplement que l'ETF détient l'actif sous-jacent. Donc c'est exactement le même exemple que l'exemple de Total. Je détenais les actions Total en portefeuille et j'émettais des options sur mes actions Total. Et ici, cet ETF va faire la même chose, sauf qu'il va le faire sur le Nasdaq. Donc imaginez que l'ETF en fait détient des ETF sur le Nasdaq et il va émettre des options sur les ETF Nasdaq qu'il détient et il va les vendre sur le marché. Alors d'abord la première remarque, et comme on peut le voir dans la définition d'Investopédia sur un covered call est idéal pour les investisseurs qui pensent que la valeur sous-jacente, en l'occurrence ici le Nasdaq, ne va pas bouger beaucoup à court terme. Donc déjà c'est un premier point d'attention. Pourquoi émettre des covered calls sur le Nasdaq alors que c'est un indice dont on peut s'attendre à ce qu'il bouge beaucoup à court terme. Ceci étant, on va regarder sur le site de l'émetteur de l'ETF comment fonctionne la performance de l'ETF, c'est très intéressant. Regardez cette illustration qui à mon sens résume tout. Vous voyez ici deux informations, vous voyez une oblique en pointillé qui est en fait la performance du Nasdaq, donc d'un ETF sur Nasdaq. Si l'ETF perd 15%, eh bien vous avez perdu 15%. Si l'ETF gagne 15%, vous gagnez 15%. Donc c'est du 1 pour 1, vous détenez un ETF sur le Nasdaq, si le Nasdaq monte, vous gagnez, s'il baisse, vous perdez. Par contre, qu'est-ce qui se passe si vous émettez des options Call, Covered sur les ETF Nasdaq que vous détenez? Eh bien ça c'est la ligne orange. Et vous voyez qu'en différence par rapport à détenir l'ETF Nasdaq, eh bien, premièrement, si le Nasdaq baisse, eh bien, en fait, vous baissez aussi. La seule différence, c'est que vous êtes un petit peu décalé sur la gauche, c'est-à-dire que les primes que vous recevez pour vendre des options sur le Nasdaq viennent un petit peu atténuer la baisse, comme dans l'exemple que je vous avais donné sur Total tout à l'heure. Donc, en réalité, quand l'actif baisse, vous baissez avec. A l'inverse, si le Nasdaq monte, eh bien en réalité très rapidement vous limitez la hausse uniquement à la prime que vous avez perçue. Donc en réalité, si le Nasdaq monte très fort, eh bien en réalité quasiment tous les gains iront à celui qui vous a acheté l'option, puisque vous êtes limité au niveau de la prime que vous avez perçue lorsque vous avez vendu les options sur le Nasdaq. Donc vous le voyez, lorsque le Nasdaq baisse, vous allez accompagner la baisse. Par contre, lorsqu'il monte, vous allez être limité dans les gains que vous allez réaliser. Ok, je pense que maintenant vous êtes mûr pour regarder les graphiques et bien comprendre les effets de cette stratégie sur votre rendement. Regardez déjà la performance du Nasdaq. Alors je tourne cette vidéo en septembre 2022 et bien que je sais que je vais la publier bien plus tard, eh bien ce n'est pas grave, on va figer toutes les données aujourd'hui. Et donc en septembre 2022, le Nasdaq a gagné 151% de valeur par rapport à 2017. Ajoutons maintenant au graphique la performance de l'ETF Covered Call sur Nasdaq. Boum! Vous voyez, ça saute aux yeux. Alors que le Nasdaq a eu une remarquable performance, eh bien en réalité votre ETF Covered Call sur le Nasdaq, lui, a eu une performance de moins 20%. Le Nasdaq étant un indice qui a beaucoup monté, à force de vendre des options call sur le Nasdaq, eh bien c'est à chaque fois la contrepartie de l'option qui a gagné. Vous avez perdu, vous avez simplement eu des primes pour un petit peu compenser votre malheur, mais fondamentalement les gains, ce sont l'acheteur de l'option qui les ont empochés. Pour être tout à fait correct dans la comparaison, il faut encore rajouter les primes que vous avez reçues et qui ont été versées par l'ETF, puisque l'ETF est un ETF distribuant. Et donc sur 7 ou 8 ans d'historique, à un rendement annuel de 10%, comme on l'a vu tout à l'heure sur le site de l'émetteur, vous avez gagné entre 70 et 80% de primes. Et donc si on rajoute ça aux moins 20% de performance de l'ETF, eh bien on arrive quelque part à plus 60 ou plus 70% de performance pour cet ETF qui émet systématiquement des options. Donc en gros, vous avez sous-performé l'indice Nasdaq de au moins 100% sur la période. Là voilà la réalité d'émettre systématiquement des options call. Alors vous le voyez, on peut présenter les choses de deux manières. Soit on vous la présente de manière incomplète en vous disant regardez, vous gagnez 10% de rendement sur un ETF qui émet des options call, donc en fait c'est du super rendement. Soit on regarde l'image globale et on se dit ok, mais en fait on a
On avait du Nasdaq et plutôt que de rien faire, on a été saboter notre rendement. Et si on met tout en compte, eh bien en fait on a sous-performé de 100% sur 8 ans. Donc c'est ce qu'il faut regarder, c'est la global picture de votre investissement, c'est qu'en fait vous avez été détruire du rendement. Et ce qui est également intéressant à constater, c'est qu'en réalité cet ETF ne vous protège même pas de la volatilité. Puisque si vous regardez par exemple sur ce graphique, eh bien en 2019 le Nasdaq a très bien performé et l'ETF Covered Call a complètement sous-performé. Par contre, quand le Nasdaq a baissé lors de la crise du Covid en 2020, eh bien l'ETF a également fortement baissé. Donc en réalité, sur cet ETF Covered Call sur Nasdaq, ce que vous faites, c'est que vous abandonnez les gains à celui qui vous achète l'option. Par contre, quand le marché baisse, la contrepartie n'exerce pas son option et donc elle vous laisse avec les ETF Nasdaq qui sont en baisse. Et donc en gros, quand ça baisse, vous êtes à la baisse et quand ça monte, vous abandonnez une bonne partie de la hausse. C'est bien pour cela qu'Investopedia vous expliquait que cette stratégie Covered Call n'est pas à utiliser sur un actif qui est très volatile. On voit les dégâts que ça a fait. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que c'était une explication importante à faire et je pense qu'il est important de regarder toutes les données de l'équation parce que se concentrer uniquement sur la prime que vous recevez en vendant des options, c'est pas suffisant. C'est exactement comme si vous dites j'ai acheté des actions, j'ai reçu 1 euro de dividende et vous oubliez de dire que vous avez perdu 10 euros de valeur sur l'action. Non, vous devez regarder la globalité. Vous avez reçu 1 euro de dividende, très bien, mais vous avez perdu 10 euros sur l'action, donc vous êtes à moins 9. Au lieu d'être à moins 10, vous êtes à moins 9. Avec les options, c'est exactement la même chose. Donc vous devez prendre en compte pour le calcul de votre rentabilité, certes les primes que vous recevez, mais également la performance de l'actif sur lequel vous avez émis des options. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Les options sont un produit dérivé complexe, ils ne sont pas adaptés à l'investisseur particulier, il n'y a pas moyen de surperformer avec les options. Ce sont des contrats dans lesquels vous avez une partie gagnante, une partie perdante, donc il n'y a aucune raison que vous partiez avec, je dirais, une avance sur votre contrepartie. La contrepartie n'est pas moins capable que vous de calculer la valeur d'une option. Et donc, en fait, au moment où vous commencez avec l'option, vous recevez la prime et puis chacun est à égalité de chance entre gagner et perdre. Et donc, il n'y a pas de raison que ces produits soient miracles, ni les options, ni les futurs, ni les swaps, ni les turbos, ni tous les produits dérivés qui existent sur les actions. Donc de nouveau, mon message il est clair, c'est choisissez la simplicité, choisissez des investissements en direct sur des actifs que vous comprenez, que ce soit des actions ou encore mieux des ETF sur actions. Prenez la diversification, ne croyez pas aux formules magiques qui pourraient vous amener du rendement particulièrement attractif et de toute façon lorsque vous allez creuser, vous verrez systématiquement qu'il n'y a pas de free lunch sur les marchés et que donc il n'y a pas de rendement extraordinaire à attendre de vos placements, quelle que soit la stratégie que vous mettez sur pied. Voilà, je vous invite à la prudence dans ce que vous faites et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!